La Belgique est étonnamment riche et influente. Étonnamment parce que le pays est petit, pas très peuplé, il y a 48 villes sur la planète qui comptent plus d'habitants que la Belgique entière, parce qu'il n'a pas actuellement de ressources naturelles, parce qu'avec ses dissensions politiques et institutionnelles, il n'est presque plus une nation. Alors, comment expliquer son statut ? Serait-ce encore grâce aux richesses héritées de son ex-colonie et du travail forcé de millions de Congolais ? En tant qu'historien, spécialiste en histoire économique et sociale, je m'intéresse depuis longtemps au monde du travail et particulièrement aux syndicats, c'est un sujet de recherche pour moi depuis de longues années. Le passé est le passé, mais on peut en tirer des enseignements et des leçons, et on voit souvent, que ce soit concernant les syndicats ou de tout autre sujet historique, on voit souvent que des réalités du passé restent présentes. Prenons un exemple concret ici dans le travail que j'ai réalisé, le travail forcé, dont on parle beaucoup par rapport au passé colonial du Congo belge autour de la personnalité de Léopold II. La question du travail forcé, elle est toujours actuelle, et les personnes qui militent pour la dignité des travailleurs ou qui militent pour les droits humains en général savent très bien aujourd'hui combien c'est une réalité malheureusement encore existante en Europe et surtout sur d'autres continents. Quand on est en contact avec les syndicalistes à travers le monde, vous vous rendez bien compte que c'est comme une réalité qui est encore beaucoup plus répandue qu'on ne le pense ici en Occident par exemple. Il y a beaucoup d'endroits où le travail à la chaîne se pratique encore, mais d'une manière comment dirais-je, assez brutal pour les travailleurs. Le travail forcé, ce n'est pas seulement dans les méthodes qui sont imposées aux travailleurs, mais c'est aussi dans les conditions dans lesquelles ces gens travaillent. C'est plus de l'esclavage, mais c'est quand même des formes de travail où la contrainte est très forte. On est un travailleur libre, mais on a quand même des contraintes énormes. Il suffit de voir ce qui se passe autour des services comme Uber, etc. Donc on est dans un questionnement. Comment faire en sorte que le travail soit épanouissant, que le travail donne lieu à des conditions de travail acceptables, dignes pour le travailleur. La question se posait il y a 100 ans, la question se pose encore aujourd'hui. Au Qatar, par exemple, autour de la construction des infrastructures sportives pour la préparation de la Coupe du Monde qui va avoir lieu l'année prochaine, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de pays qui ont engagé des actions de protestation contre la manière dont les travailleurs sont exploités dans ces contrées-là, dans ces pays-là, au Qatar, qui est comme un pays souvent cité comme un pays très moderne, mais à quel prix cela s'est construit. Il y a encore vraiment beaucoup de réalités de travail forcé à travers le monde, mais quand on est dans un contexte comme celui-là, on s'en rend peu compte, ça c'est tout le problème. Le débat aujourd'hui se focalise et revient quelque part, parce que ce n'est pas un nouveau débat, autour de la période de l'État indépendant du Congo, qui est la période fondatrice, je dirais, par rapport aux relations entre la Belgique et le Congo, donc entre en gros les années 1880 et 1909, lorsque la Belgique va annexer le Congo, et ça va devenir le Congo belge. Donc cette période est marquée évidemment par la personnalité de Léopold II, le travail forcé, des formes d'esclavage qui se maintiennent, l'épisode des mains coupées dans le commerce du caoutchouc. Ce sont des réalités et des faits qui sont avérés. Ce n'est pas nouveau, ça fait depuis des décennies qu'on sait que ça s'est passé. Puis c'est revenu dans l'actualité et c'est intéressant que les plus jeunes générations aussi puissent entendre parler de cet épisode historique qui n'est pas glorieux pour la Belgique, qui est dramatique pour les personnes. Mais c'est important que les plus jeunes générations puissent en entendre parler, mais d'un point de vue, je dirais aussi scientifique, en comparant les réalités, en amenant des éléments historiques basés sur des documents, des témoignages, et en faisant un travail critique. C'était pas un génocide en tant que tel, où là il y a vraiment un projet politique ou un projet d'éliminer une partie de la population. Mais c'est clair que ces premiers travailleurs de la Belgique coloniale ont travaillé dans des conditions insupportables. La reconnaissance de la responsabilité des pays est très lente et s'explique pendant longtemps par le fait qu'il y a une sorte d'amnésie collective ou une volonté de ne pas remuer le passé parce que ça reste douloureux. Il y a encore des acteurs qui sont en vie, certains qui défendent le besoin de mémoire et qui demandent réparation, et d'autres qui ont été acteurs ou dont les parents ou les grands-parents ont été acteurs, qui freinent des cas de fer pour qu'on ne remue pas ce passé qui est difficile à assumer. Pour les historiens,
Il reste évidemment toujours des choses qui restent encore à explorer et pour ça il faut se donner les moyens aussi de continuer à analyser cette histoire. Elle n'a pas encore révélé toutes ces dimensions, mais ça c'est le travail de l'historien. Après il y a une autre question qui est celle de la responsabilité de la société d'aujourd'hui par rapport au passé et là chacun évidemment a son rôle à jouer et les responsables politiques doivent jouer un rôle encore plus important pour prendre les décisions qui s'imposent par rapport à l'ensemble des citoyens belges vis-à-vis de la population actuelle de la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est un débat qui peut être sain s'il est aussi mené sur la base d'une approche qui prenne en compte les différentes dimensions, parce que c'est très complexe. Voilà. On n'est pas dans une situation, justement, peut-être le terme n'est pas adéquat, mais blanc et noir. Voilà. On est souvent entre deux. Dans le livre, Pierre Tilly démontre très clairement que l'exploitation coloniale a consisté dans une opération de rentabilisation rapide de la colonie. Et ça commence avec Léopold II, qui veut très rapidement rentabiliser son investissement dans la colonie. Les emprunts qu'il a contractés à gauche, à droite pour investir dans la colonie doivent être rentables, ainsi de suite. Donc il y a eu vraiment tout un travail, un arsenal, non seulement d'exploitation, mais aussi de répression qui s'est mise en place pour arriver à cette fin-là. Et donc dans le livre, il montre très clairement les formes de résistance qui se sont développées auprès de ces travailleurs indigènes pour refuser une certaine forme d'exploitation qui leur était imposée. Ce qui était important, c'est de recueillir la parole ou de mettre en évidence la parole des colonisés qui ont subi cette domination coloniale qui était de plus en plus forte. Et donc, effectivement, de faire ressurgir des témoignages qui expriment le ressenti, le vécu, les émotions de ces personnes. Ils mettent aussi en évidence des capacités d'agir par rapport à ce cadre, à ce système d'exploitation abrutissant, répressif, violent. Quand les colonisés, les indigènes rejettent l'ordre colonial, ils le rejettent avec tout ce qui va avec. Et donc il y a le système policier, le système éducatif, le système, l'ordre religieux, ainsi de suite. C'est ainsi que même la protestation à l'occupation coloniale a pris plusieurs formes. À l'époque coloniale, on a eu évidemment beaucoup de mouvements messianiques qui se sont présentés comme des mouvements religieux, mais qui en réalité étaient des mouvements de protestation contre l'ordre colonial. Il y a eu dans cette mouvance-là beaucoup de tentatives de rébellion, la révolte de Batetela, la révolte de telle autre corporation, ainsi de suite. Et même dans les usines minières de l'époque, il y a eu aussi des manifestations, des protestations qui ont souvent été réprimées dans le sang. Et progressivement, sur base de toute cette mouvance de protestation, va se développer aussi l'action revendicative des travailleurs qui vont progressivement s'organiser en syndicats. Et il montre très bien comment les syndicats ont d'abord été, comment dirais-je, évités, puis se sont quand même constitués progressivement, comment ils ont été reconnus plus tard après la guerre mondiale et comment ils vont vraiment prendre une part active dans la protestation, surtout dans les années 50. Donc tout cela apparaît clairement dans son livre. Et donc, comment dirais-je, on occulte souvent cet élément-là, c'est le fait que les colonisés ne sont pas restés passifs. Il y a des moments dramatiques, mais il y a aussi des changements qui vont opérer, des formes de progrès qui vont exister, qui sont très lents, et notamment la question syndicale. Tous les combats pour le travail décent, pour la protection sociale, tout ça, c'est des combats réels qui portent parfois des fruits dont on parle peu, mais qui aboutissent à des résultats concrets dans beaucoup de pays. Il y a des lois qui sont adoptées ou des lois qui sont mises en application justement grâce à la pression des mouvements sociaux, grâce à la pression des syndicats, grâce à la pression des médias, grâce à la pression d'autres groupes de pression qui médiatisent toutes ces luttes, ainsi de suite. Et ça conduit parfois à des changements. Ça prend du temps, c'est parfois lent, mais on y arrive. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que hier, les gens sont déterminés à ne plus subir n'importe quoi. Et je crois fermement que l'avenir continuera à, comment dirais-je, à donner raison à ces gens qui se mobilisent, qui croient que notre monde est possible et qui s'investissent dans ce sens-là. Où est passé ton bonheur? 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 Le Congo a permis à la Belgique de s'enrichir et de jouer dans la cour des grands au niveau économique, financier et même au niveau diplomatique. Donc, progressivement, et surtout dans les années 50, on en mesure
matériellement et économiquement, on mesure tous les effets positifs côté belge, puisque les produits qui sont exportés du Congo, que ce soit des produits liés aux matières premières, les minerais, etc., ou les produits agricoles, le sucre par exemple qui vient du Congo et à un très bon prix et de très bonne qualité, tout le monde peut en bénéficier dans notre société de consommation. Un système comme le système colonial ne peut fonctionner parce que le territoire est immense, que aussi parce qu'il y a un moment des compromissions et il y a des acteurs. Et les responsabilités, évidemment, sont plus importantes du côté du colonisateur belge, mais il y a de part et d'autre des compromissions qui se font et qui font que le système peut être encore plus puissant parce qu'il est partagé par les pouvoirs en place. On le constate dans le cas de beaucoup d'autres pays, une reproduction du système colonial où quelque part on change le nom des dirigeants, mais voilà, le système colonial, le système de fonctionnement du pouvoir occidental, il se maintient et on s'appuie dessus pour assurer une domination d'un autre type. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de la colonisation et ce que nous renvoient les travailleurs congolais dans leur témoignage, c'est de dire mais la société de l'abondance, pour nous, c'est pas de travailler plus, c'est pas la productivité, c'est d'avoir plus de loisirs et profiter des loisirs. Donc, on n'a pas nécessairement la même lecture de ce qu'est la société de l'abondance, qui n'est pas nécessairement d'accumuler des biens et de travailler pour gagner de plus en plus d'argent et d'avoir des conditions matérielles le meilleur, mais de dire mais quel est le sens de la vie et est-ce qu'on peut en profiter ?